Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me suis dit que mon expérience pourrait aider d'autres personnes qui se posent des questions ou qui vivent une situation de couple toxique, qui veulent sortir de cela. En fait, il y a plusieurs années, j'ai vécu une relation avec quelqu'un qui était pervers, voilà, au sens pathologique. J'étais restée 6 mois avec cette personne, j'habitais avec cette personne. Je n'avais aucune idée que cette personne avait un trouble de la personnalité, que c'était pathologique. Ça a été très dur de me sortir de ça après. Et puis, il y a quelques temps, je suis retombée sur une personne qui me faisait énormément penser à ce que j'avais vécu des années avant. Et voilà, j'ai réussi à arrêter la relation très rapidement au bout de 2 mois parce que je voyais les signes précurseurs, des signes que j'avais déjà connus. Je me suis dit en fait que mon expérience pourrait certainement aider d'autres personnes qui se posent des questions par rapport à leur relation actuelle. Est-ce que c'est une relation toxique? Est-ce que la personne a un trouble de personnalité? Est-ce qu'elle-même devienne folle? Parce que souvent, on se pose la question dans ce genre de relation, mais est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis folle? Ou alors, aider les personnes qui sont déjà sorties de ce genre de relation, mais voilà, qui sont dans un cheminement voilà, de reconstruction, de compréhension, qu'est-ce qui m'est arrivé en fait? Parce que quand on sort de ça, on s'interroge beaucoup sur soi, on a des souvenirs qui reviennent, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Voilà, donc l'idée c'est que mon expérience puisse peut-être vous aider, faire recoller des morceaux, des choses dans votre esprit. Vous dites ah oui mais ça en fait je connais, je l'ai vécu et en effet c'est pas normal ou ok c'est un trouble de la personnalité. Donc je vais aussi parler du DSM-5 dont je donne une petite définition dans les slides que je mets dans cette vidéo. Et également des repères pour voir ce que c'est que les troubles de la personnalité. Il faut savoir qu'il y en a 10 qui sont divisés en 3 groupes dans le DSM-5 et je vais aussi mettre un slide maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, je vais faire plusieurs vidéos. Dans cette première vidéo, je vais parler du contexte des rencontres, je vais parler de la relation au corps, du langage qu'ils utilisent, également de la perte d'autonomie, les tests qu'ils vous font passer, et puis la recherche de l'exceptionnel, de la rareté. Je vais mettre tout au long de la vidéo des références au DSM-5, des définitions, donc tout le long de la vidéo. J'espère que cela vous aidera. Alors, je vais déjà parler du contexte dans lequel j'ai rencontré ces deux personnes. La première personne, je l'ai rencontrée il y a très longtemps. C'était il y a plus de 5 ans. Je venais de déménager à l'étranger, j'étais seule, j'étais en Asie. Et en fait, je l'ai rencontré par des amis dans un bar. Était très charismatique, vraiment avec beaucoup d'éloquence, dégageait vraiment beaucoup d'aisance. Il y avait quelque chose qui me fascinait, que je trouvais... voilà, il avait une certaine prestance. Voilà, il avait de la prestance. On a commencé à se côtoyer et rapidement, il m'a proposé d'emménager chez lui et il se trouvait que ça m'arrangeait aussi. Donc, je me suis retrouvée à déménager chez lui au bout de, je dirais, 2 mois de relation, ce qui était très court. Et voilà, j'étais toute seule en Asie. J'avais pas vraiment d'amis encore proches. Donc j'étais quand même assez isolée. Je cherchais du travail en Asie. Donc voilà, je n'avais pas encore de travail. J'étais dans une situation un petit peu... précaire. J'étais pas en galère d'argent, hein, j'avais de l'argent, mais j'avais pas encore de repères là-bas. Et puis, la deuxième relation sur laquelle je suis tombée il n'y a pas si longtemps et qui a duré très peu de temps parce que je connaissais déjà le refrain parce que je l'avais vécu en Asie une fois, et bien cette personne est arrivée un petit peu dans une situation un peu similaire
où j'étais en transition de travail, donc avec moins de repères et aussi au niveau du logement, je n'habitais pas chez moi, donc c'était un petit peu, voilà, un peu étrange. Et donc du coup, ces deux personnes m'ont comme attirée avec le fait qu'ils aient leur propre appartement, leur super appartement. Voilà. La deuxième personne que j'ai rencontrée, je l'ai rencontrée via une application voilà, sur Bumble. Ça n'a rien de très glamour. Son profil avait très peu d'informations. Mais je trouvais que les photos qu'il y avait me correspondaient. En tout cas, je voyais qu'on avait quelque chose en commun. Et dans ce genre d'application, on peut s'envoyer des questions. Et on a la réponse que quand l'autre a répondu. Et moi, la question que j'avais posée, c'est quelle est la fausse idée que l'on se fait le plus souvent de toi? Et c'est une question qui était déjà préparée voilà, dans l'application. Donc j'ai trouvé que c'est une question amusante, donc je l'ai envoyée. J'ai répondu de mon côté, j'ai mis que souvent on pensait que j'étais snob. Et, euh, et j'ai attendu sa réponse. Et il m'a répondu exactement la même chose, que souvent on pensait qu'il était snob alors que c'était pas le cas. Et je me suis dit, ben, chouette, en fait, c'est quelqu'un qui subit les mêmes préjudices que moi pour les mêmes raisons. Et en fait, c'est révélé que c'était totalement l'inverse, en fait. Pas du tout pour les mêmes raisons que moi. Souvent, on va penser que je suis snob parce que j'aime choisir de manière précise mes mots pour décrire une sensation, si je goûte quelque chose ou que je sens quelque chose. Je peux vraiment passer du temps à faire des comparaisons, à voilà, sortir, faire des envolées lyriques là-dessus. Je suis assez exigeante pour la nourriture, des choses comme ça. Donc on peut penser que je suis snob. Pour moi, c'est plus que je suis très sensible et je pense que c'est une extrême sensibilité ou sensorialité que j'exprime en fait de vive voix. Et donc on peut penser que je suis très sélective, donc très snob, qui je pense n'est pas le cas. Donc en fait, ça m'a amusée de voir cette réponse. Je me suis dit, ah chouette, c'est quelqu'un qui vit la même chose que moi, qui est aussi très sensible, mais on ne comprend pas. Et en fait, on s'est rencontrés et quand on s'est vu, je me suis dit, ah non, ça va pas le faire. Et puis finalement, en fait, il était tellement beau. Je trouvais qu'il était vraiment, il avait les traits fins, voilà, il me plaisait vraiment physiquement. Il n'avait pas particulièrement la prestance comme le premier, mais il était beau. Et je sais pas, du coup, j'ai mis un petit peu de côté les premiers signes que j'avais eu pendant le premier rendez-vous. Et j'ai continué à le voir. Et il faut savoir qu'en fait, que avec ces deux personnes-là, à chaque fois que j'avais eu des rendez-vous avec eux au début, c'était des rendez-vous qui étaient mais hyper longs. On était censé se voir juste pour un verre et puis ça finissait finalement par être un rendez-vous sur 1 ou 2 jours en continu. Donc c'était tout de suite très fusionnel, on va dire. Ce qui peut être surprenant. Et moi, ça m'avait alerté voilà, sur la deuxième relation en disant tiens, c'est bizarre, il faut quand même faire attention, il faut laisser de l'espace. Je ne veux pas que ça aille trop vite. Ça peut être un signe qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que voilà, j'avais vécu ça avec une première relation. Mais voilà, je laissais le bénéfice du doute en me disant attention, Léonore, de ne pas trop juger cette relation. De ne pas essayer de faire correspondre des choses du passé avec le présent, il faut laisser une chance. Enfin, voilà, je m'étais dit, ok, soyons ouverts, on va voir comment ça se passe. Alors dans cette vidéo, je vais prendre plusieurs thèmes parce qu'il y a énormément de choses à dire sur les personnes qui ont un trouble de la personnalité, notamment narcissique, ou bien on peut dire antisocial ou même psychopathe. Donc c'est plus facile pour moi d'en parler sur des thèmes. Donc la première chose à laquelle je pense, c'est le corps. Le corps. Alors, c'est très particulier. Dans ce genre de relation, votre corps, il est en fait il est un objet, il est utilisé
il n'est pas respecté. Vous n'êtes pas respecté hein, de toute manière. Donc pour la personne qui semble avoir un trouble de la personnalité narcissique et peut-être en plus antisocial, donc la deuxième personne que j'ai côtoyée seulement à un court terme, et ça m'a suffi. Voilà ce qui se passait au début. Elle me disait qu'en fait j'étais très maigre, ça lui plaisait beaucoup, le fait que je sois mince. Pour lui c'était quelque chose qui relève de la rareté, donc c'est bien. On voit mes côtes, c'est bien aussi pour lui. Lui vraiment c'était l'éloge de la minceur, de la maigreur. Plus on est mince, mieux c'est. Il faut savoir aussi que lui avait fait de l'anorexie mentale quand il était jeune adolescent. Donc pour lui, la minceur, c'est un signe de contrôle sur soi, c'est un signe de rareté, ça donne de la valeur en fait. Donc il m'appréciait pour ça, il me le disait. Et puis au fil du temps, sur le dernier mois, en fait sur les 2 mois que j'ai passé avec lui, le dernier mois, il a commencé à faire des petits commentaires, par exemple en regardant simplement mes bras mais en ne disant rien. Ou bien, le dernier truc qu'il m'avait dit, c'est « Oh là là, mais ça grassouille » en regardant mon ventre, alors que il n'y avait rien de spécial, mais je savais déjà à quoi il jouait, donc ça ne m'a pas touchée, mais je l'ai relevé. Il y a aussi le corps de votre partenaire, donc ce partenaire qui est toxique. Cette personne n'est pas bien avec son corps. Cette personne donc, qui avait un trouble de la personnalité, je pense, narcissique, plus antisocial, était très attachée à son apparence. Moi, j'avais jamais vu ça avant. Elle se regardait tout le temps dans son téléphone avec la caméra en mode selfie. Ça m'avait très surpris, j'avais jamais vu ça. Donc il y avait ça, se regarder très souvent dans le miroir, se remettait tout le temps les cheveux. Et puis il y avait aussi peur de vieillir. Ça, c'est une peur qu'il y avait aussi chez l'autre personne que j'ai connue il y a quelques années, qui avait plus un profil antisocial, psychopathe, pas sociopathe mais psychopathe. Donc la peur de vieillir, par exemple, cette personne que j'ai connue il y a peu de temps avait du collagène en poudre dans son armoire, qu'on boit avec de l'eau. Quand j'avais rigolé, j'avais vu ça et il m'avait dit non mais c'est pour les articulations, parce qu'en effet quand on fait du sport pour les articulations ça peut être une bonne solution. Donc j'avais laissé passer et en fait quand j'ai préparé voilà, ma sortie pour partir de la relation, il me manquait une boucle d'oreille et bref, et donc du coup j'ai regardé à des endroits que j'avais jamais regardé avant. Et j'ai trouvé dans sa trousse de toilette, dans une petite poche qui était zippée, voilà, une crème anti-rides, un sérum anti-rides dont il ne m'avait jamais parlé, il m'avait un peu caché. Enfin, voilà, c'est ridicule, mais ils vous mentent, il faut le savoir, ils vous mentent un peu pour tout et n'importe quoi. Et quand j'y ai pensé, il m'avait demandé si pour moi, c'était une angoisse de vieillir. Est-ce que j'avais peur de vieillir? Et je lui avais dit, bah non, enfin, c'est un processus naturel, enfin, c'est ok. Donc, par rapport à ma réponse, voilà, il ne voulait pas montrer que lui, il avait peur de vieillir, je pense. Donc, ils ont peur de vieillir, ils font extrêmement attention à leur apparence physique. Lui, il faisait du sport, beaucoup de sport. Pour lui, en fait, son physique, je pense que c'était énormément de choses. Il se rattachait à ça. Peut-être que sa propre valeur dépendait de son apparence. Pour l'autre personne que j'ai connue il y a plusieurs années avec un profil plus psychopathe, antisocial, lui ne faisait pas de sport, était un peu en embonpoint, mais vraiment, il soignait son habillement. Il était toujours très élégant, très chic, coquet. Cette personne en Asie m'avait dit
tu vas grossir. Voilà, il m'avait dit ça. Et pour lui, je pense qu'il avait déjà son plan en tête. Et en effet, à la fin de la relation, j'avais pris quelques kilos. C'était pas non plus incroyable, mais il avait commencé à mettre son plan à exécution. Il m'avait dit on va grossir ensemble. Donc, horrible quoi comme prédiction. Aussi, dans tout ce qui est corps, je me souviens que chez les deux personnes à qui j'ai eu affaire, eh bien, ils avaient des fixettes. Ils vont trouver un truc et ils ne vont pas vous lâcher avec. Il y en a un, c'était les pieds. Je trouvais que j'avais trop de corps aux pieds. Donc du coup, j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'arranger mes pieds. Et c'était presque jamais bien en fait. C'était jamais à 100% bien. On s'en rapprochait, mais c'était jamais assez bien. Donc voilà pour une personne. Et pour l'autre personne, c'était les poils sur les cuisses. Euh, Moi, mes poils se voient à peine. Quand on m'a dit, mais il faudrait que... Quoi? Mais tu t'épiles pas les poils sur les cuisses? Mais mais non, en fait, je ne le ferai jamais. Je ne l'ai jamais fait. Je n'en vois pas l'utilité. C'est mon intimité, donc je ne le ferai pas. Et j'ai jamais lâché. Mais j'ai eu beaucoup de rappels là-dessus, insistants en fait. Et je n'en démordais pas. Donc il y avait certaines choses... voilà, il a tout fait pour que je le fasse. Je suis partie avant, il n'a pas réussi pour certaines choses. Mais ils vont essayer de toucher en fait à votre physique, à votre intégrité physique, aussi à votre habillement. Donc pour clarifier un petit peu les deux relations que j'ai eu une relation il y a 5-6 ans avec quelqu'un qui avait un profil pervers au sens pathologique. C'était le terme qu'avait utilisé mon psy à l'époque quand j'étais revenue à Paris pour faire mon visa. J'étais allée voir mon psy parce que j'allais pas bien à cause de cette relation. Je lui avais décrit ce qui se passait et il m'avait dit attention mademoiselle, vous avez affaire à quelqu'un de pervers au sens pathologique. Il faut le quitter et lui imposer en fait un nom, d'être catégorique et pas d'explication. Donc ça c'était la première personne, la première relation toxique que j'ai eu. Et la deuxième personne que j'ai eue donc récemment, c'est quelqu'un plutôt avec un profil trouble de personnalité narcissique. Et moi, je rajouterais certainement aussi antisocial. Donc, je mets les termes du DSM-5 dans la vidéo pour que vous puissiez vous y référer si besoin, pour comprendre, pour vous faire une idée de peut-être de la personne à qui vous avez eu affaire. Comprendre certains mécanismes, comment vous êtes rentré dedans, parce que on pense souvent que les gens qui rentrent là-dedans sont débiles, mais absolument pas en fait. Souvent, c'est parce qu'on est très empathique, on est très sensible, et les personnes en fait aiment ça, vont s'en servir, et ça les fait jouir en fait, hein. Alors, il y a un autre grand thème que je voulais aborder, c'est le langage. Le langage, ils savent très bien le manier. En tout cas, ils montrent qu'ils connaissent des mots rares, qu'ils ont du vocabulaire, ils sont éloquents. Moi, c'est ce qui m'a séduit en premier parce que, comme je le disais
Au début, je suis très sensible au vocabulaire que j'utilise. Parfois, je reprends des gens parce que je trouve que le mot qu'ils ont employé n'est pas adapté. Donc, je peux être un peu chiante avec le vocabulaire. Donc, pour moi, quelqu'un qui est éloquent, c'est vraiment waouh, j'adore. Mais avec ce type de personne, c'est très dangereux. Voilà, il maîtrise très bien l'art de la rhétorique, l'art de la discussion, de la parole. Donc ces personnes, ils vont utiliser souvent un langage qui est flou, un langage aussi avec des doubles sens et puis des doubles liens. Les doubles liens, c'est quand en fait on ne vous laisse pas le choix entre deux choses qu'on a déjà décidé pour vous et ça va être sur deux petites options qu'on vous laisse le choix. Par exemple, un double lien, ça serait tu préfères aller voir Mission Impossible ou aller voir Jurassic Park. Mais personne ne vous a demandé si vous voulez aller au cinéma. Donc là, on a un double lien, on impose qu'on va aller au cinéma, mais on laisse simplement le choix sur deux films. Alors qu'en fait, personne n'a demandé si on voulait aller au cinéma et si on ne voulait pas aller voir un autre film que les deux choix qui sont proposés. Donc ça, c'est un double lien. Alors dans le cas des doubles liens, qu'on appelle aussi des doubles contraintes, la solution, la résolution n'est jamais gagnante. On est dans quelque chose de toujours non gagnant. Par exemple, si je fais ça, alors eh bien, je ne pourrai pas faire ça. Mais si je ne le fais pas, alors je ne pourrai pas avoir ça. Donc il y a toujours quelque chose qui fait que quoi que l'on fasse, on va être perdant, ça va poser problème. Une situation courante, par exemple, si je ne fais pas la vaisselle, mon mari va m'engueuler. Mais si je fais la vaisselle, de toute manière, il va m'engueuler parce qu'il va trouver quelque chose à redire, par exemple, ou que je l'ai mal faite, ou que c'était pas le moment de le faire. Donc voilà, par exemple, un exemple de double contrainte. Quoi qu'on fasse, ça n'ira pas, on est perdant. Le schéma de la double contrainte, c'est si vous ne faites pas A, alors vous ne pourrez pas être en sécurité, vous amuser, etc. Mais si je fais A, alors je ne pourrai pas être en sécurité, m'amuser, etc. Donc dans les deux cas, on est perdant. En fait, ça crée des dilemmes. Il faut bien le dire, en fait, communiquer, être en relation avec quelqu'un qui est comme ça, qui a un trouble de la personnalité, narcissique, antisocial, psychopathe, c'est vraiment extrêmement fatigant parce que il joue toujours sur deux niveaux dans le langage. Il faut toujours lire entre les lignes. On est toujours en train de regarder s'il n'y a pas quelque chose de caché ou trouver une manière de répondre pour ne pas froisser la personne ou qu'elle se mette en colère. C'est vraiment épuisant en fait d'être en relation avec quelqu'un comme ça. Dans le langage, il y a également ce qu'on appelle le silent treatment. Là, ce n'est pas l'utilisation de mots, mais c'est justement l'utilisation d'absence de mots. La personne est capable de ne pas vous adresser la parole pendant une journée, même plusieurs jours, ne serait-ce qu'une heure. Vous êtes dans la pièce et la personne ne vous parle pas et vous ne savez pas pourquoi. Et si vous lui demandez, elle va vous dire que vous devez le savoir. Donc c'est horrible, hein. Le silent treatment, ça a été montré dans des études. C'est aussi agressif, néfaste, douloureux que des coups physiques, même plus. En communication, donc floue par exemple, là j'ai plein d'exemples qui me viennent parce que ils adorent faire ça, quoi. Parce que ça les arrange, ils peuvent retourner en fait la situation comme ils le veulent. Par exemple, ils vont vous donner rendez-vous à un endroit en vous disant rendez-vous au restaurant qui est à côté du cinéma où on va souvent. Ok, mais en fait, de quel cinéma on parle exactement, de quel restaurant? Donc, ils vont faire plein de, voilà, des approximations qui, plus tard, leur serviront. Par exemple, si je me dis, bah c'est, ok, bah oui, je connais, c'est ce cinéma où on va souvent, il y a le restaurant juste à côté, il doit parler de celui-ci. Si je lui demande, il va penser que je suis débile parce que, en fait, on devient un peu comme ça à force d'être avec une personne narcissique ou voilà, avec un trouble de la personnalité.
eh bien, on a peur de demander des précisions, on ne veut pas passer pour quelqu'un qui est bête, de peur d'avoir des reproches. Donc, on essaie de chercher par soi-même, de trouver par soi-même, on se dit, ok, je vais aller là, ça doit être ça. Et puis, en fait, si on y va, eh bien, la personne va nous appeler en nous disant, ah, mais je te vois pas, je comprends pas, mais non, mais je t'ai dit, le cinéma, on va souvent, mais c'est pas celui-ci. Et en fait, vous allez vous faire engueuler. Parce que vous n'êtes pas au bon endroit, pas au bon... que vous n'avez rien compris, que vous êtes une incapable, que vous n'êtes même pas capable de vous souvenir du cinéma où vous allez ou du restaurant où vous allez souvent. Bref, vous allez vous en prendre plein la figure, alors qu'en fait, la personne qui vous engueule, elle est peut-être même pas là où elle voulait que vous soyez. C'est simplement un mensonge, une manière pour elle qui l'arrange que vous soyez autre part. Enfin, voilà, la communication floue, c'est la base. Communication à double sens. Il y a l'utilisation de mots compliqués. Et en fait, si on cherche un petit peu à creuser, à demander, c'est-à-dire, ah bon, vraiment, mais concrètement, souvent on va se rendre compte qu'en fait, ils ne savent pas vraiment de quoi ils parlent. C'est plus pour impressionner la galerie. Dans le langage également, ils vont utiliser ce qu'on appelle des ruptures de pattern, c'est-à-dire que vous allez parler et tout d'un coup, ils vont vous couper et vous parler d'un truc qui n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Et peut-être juste derrière, placer une suggestion pour faire quelque chose, donner un ordre. Donc par exemple, je suis en train de parler du dernier film que j'ai vu et tout d'un coup, la personne me coupe en me disant il faut qu'on arrose les plantes là et tu peux me donner 50 euros. Et en fait, ça c'est une rupture de pattern. Voilà ce qui était en train de se dérouler avec par exemple il faut qu'on arrose les plantes. Donc je suis surprise et un ordre, tu peux me donner 50 euros, voilà, et je vais... En fait, il y a tellement cet effet de surprise qu'on va faire ce que la personne nous demande, l'ordre. Donc les ruptures de pattern et puis ce truc de en fait la personne, vous avez vraiment la sensation qu'elle ne vous écoute pas en fait. Quand vous commencez à parler, souvent la personne vous interrompt pour vous parler d'autre chose d'elle-même. Ce qui est extrêmement désagréable. Donc au début, on trouve des excuses. Il a passé une mauvaise journée, il a du mal à se concentrer parce qu'il n'a pas bien dormi, des choses comme ça. Donc en fait, non, c'est juste qu'elle en a rien à faire de vous. Soit elle veut parler d'elle, ou bien il y a quelque chose qu'elle veut vous demander et elle trouve cette technique pour vous donner un ordre de manière indirecte. Donc ça passe plus de manière surprenante en fait. La personne se sert aussi du langage pour vous amadouer. Par exemple, elle va sentir parfois que vous avez besoin d'un petit compliment ou d'un mot doux pour vous ravoir. Et vous allez le sentir qu'il y a quelque chose qui sonne faux. Moi, ça me faisait ça. J'avais du mal à répondre. En fait, je ne pouvais pas répondre à des compliments ou à des je t'aime ou à des ma chérie. Moi, je ne pouvais pas dire mon chéri en retour. Je ne pouvais pas exprimer mes sentiments parce que j'ai l'impression qu'en face, il y avait quelque chose qui était pas honnête. Enfin, en tout cas, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était pas ok. Et pour moi, j'avais cette sensation d'avoir vraiment les lèvres verrouillées. Je ne pouvais pas répondre émotionnellement à ce qu'on me disait. Puis il y a autre chose, c'est que dans le langage, ils vont utiliser les chansons, la musique. Au début, ils vous passent des musiques avec des paroles que vous pourriez prendre pour vous. Et puis, sur la fin, ils vous disent « Ah, j'adore cette chanson » et quand on écoute les paroles, c'est des paroles qui sont horribles en fait. J'ai eu ça avec les deux personnes, donc voilà, tendez bien l'oreille, écoutez ce qu'on vous fait écouter parce qu'il y a des messages cachés dedans. La communication de ces personnes-là, il faut toujours lire entre les lignes, c'est ça aussi qui est fatigant parce qu'on est tout le temps en train d'aller voir ce qui est caché, ce qui est suggéré. Par exemple, la personne avec qui j'étais quand j'étais en Asie m'avait dit qu'une de ses chansons préférées,
c'était Killing Me Softly. Ça veut dire en me tuant doucement. Donc c'est pour dire, et l'autre personne, quand elle a senti que j'allais la quitter, juste avant, passer des musiques parlant de rupture, de quelqu'un qu'on avait marre d'être avec l'autre partenaire, me passer des chansons comme ça. Lui ne savait pas que j'allais le quitter, mais moi, du coup, à l'intérieur, ça me faisait sourire. Mais voilà, ça m'a rappelé de ah, mais lui aussi, il utilise la technique des musiques. Ok. Alors, concernant l'autonomie, c'est aussi un gros topic. Eh bien, vous allez petit à petit voir votre autonomie diminuer. Ou du moins, on va tenter de vous la supprimer. On va tenter de vous isoler. Par exemple, en Malaisie, je l'expliquais, au bout de 2 mois, je me suis retrouvée à vivre avec quelqu'un que je connaissais à peine. Ça s'est fait petit à petit, j'ai glissé là-dedans. Pour au final me retrouver souvent très très seule dans cet appartement. Euh, et puis de l'autre côté, eh bien, il y a eu ce truc aussi avec l'appartement où j'y allais de plus en plus souvent. J'avais les clés, alors que ça faisait que 2 semaines ou 3 semaines qu'on se connaissait. J'avais déjà les clés de son appartement. Me fait choisir mon oreiller sur internet, m'achète ma serviette pour la douche, me fait choisir des éléments de décoration pour son appartement parce qu'il venait d'y emménager et qu'il meublait. Il faut dire au passage que je lui ai quand même bien servi pour sa décoration, pour choisir les meubles en fait. Euh, donc cette personne en fait va vous faire perdre de l'autonomie petit à petit. Euh, Par exemple, la personne que j'ai connue récemment me disait que je conduisais horriblement et qu'il considérait que les gens qui conduisaient mal, alors pas dangereusement mais mal, devraient s'abstenir de conduire pour les autres passagers. Donc super, merci. Sachant que je conduis en fait normalement, alors je suis pas Schumacher, mais enfin ça va. Donc tout ça pour m'inhiber en fait, pour qu'au final j'arrête de prendre la voiture finalement. Et puis en vélo, quand je prenais le Vélib, il me disait en gros que j'étais pas capable de faire du vélo, n'importe quoi. Et puis et le métro, évidemment, c'était en fait le moyen de transport le plus horrible au monde. Les gens qui prennent le métro au secours. Donc en fait, je ne pouvais utiliser aucun moyen de transport valable, sachant que pour lui, je n'étais pas digne de conduire parce que je ne conduisais pas assez bien. Le vélo, pareil, j'étais une catastrophe. Et le métro, c'est pour les gens, les petites gens. Donc finalement, je n'avais que mes pieds pour me déplacer. Donc évidemment, je n'ai pas écouté tout cela. Mais si j'avais été dans ma précédente relation, que je n'avais pas eu de recul par rapport à ce qui se passait, eh bien, je me serais certainement retrouvée à ne pouvoir utiliser que mes jambes. Donc, peu me déplacer. Donc, on essaie de vous restreindre dans vos déplacements. La personne en Asie, je voulais faire un voyage à Macao. Euh, il m'avait dit ah mais non mais tu peux pas y aller toute seule. En fait, il voulait que je sois accompagnée pendant mon voyage que je devais faire seule par une connaissance à lui pour être sûr que tout se passe bien. En fait, c'était juste un moyen d'être surveillé, hein. Clairement, on vous surveille, vos déplacements sont contrôlés. On vous fait aussi douter de vous-même, douter de vos propres capacités de manière générale. Donc là, je parle de la voiture, du vélo par exemple, mais aussi carrément de votre mémoire. Moi, la deuxième personne que j'ai eue là me faisait carrément des tests de mémoire, hein. Me montrait par exemple le numéro de son passeport et me demandait de le mémoriser pour rigoler et voir, je sais pas, 1 heure après si je m'en souvenais. Me tester aussi, il m'a testé plusieurs fois sur
mes cinq sens, donc par rapport à le sens du goût qui est pour moi vraiment, je suis très très sensorielle, donc je peux passer vraiment de longs moments à décrire une sensation, un goût, une odeur. Je suis très attachée à mes sens et il a essayé de voir si je pouvais m'y fier, s'il pouvait en fait me tromper sur mes cinq sens sur lesquels je suis très attachée. Donc par exemple, me servir une bière en me disant que c'est une marque de tel truc, alors qu'en fait, quand je goûte, je remarque que ce n'est pas du tout ça, et je lui dis, et il me dit, t'es sûr? Donc ça, c'était un premier jeu. Euh, il m'a fait aussi un autre test un peu plus tard avec des pastilles qui me disaient être à l'anis, alors qu'en fait, pour moi, ça avait un goût de menthe. Et je lui disais, mais non, mais c'est pas à l'anis, je sens pas du tout le goût d'anis, c'est des pastilles à la menthe. Enfin, vous voyez, en fait, on essaie de vous tester sur des bêtises pour voir si on peut vous tromper. Pareil, il me faisait faire des calculs mentaux pour voir si il me testait en fait sur mes capacités mentales de calcul, mais aussi de vocabulaire. Au tout début, moi, je trouvais ça marrant parce que je suis très attachée, voilà, aux cinq sens et au vocabulaire, aux mots. Et il me demandait s'il y avait des mots qu'il ne connaissait pas, que je connaissais. Et il fallait, en fait, le jeu, c'était que je lui fasse que je trouve des mots qu'il ne connaissait pas. Donc, très bizarre comme jeu, sachant que comment puis savoir les mots qu'il ne connaît pas. Enfin, voilà, il y a des tests, ils vous font passer des tests pour voir s'ils peuvent vous manipuler, soit sur les sens, soit sur les calculs, soit sur le vocabulaire, voir en fait où est la faille. Alors, il y avait quelque chose aussi de très très développé chez cette personne que j'ai rencontrée récemment, donc profil narcissique plus un peu antisocial, il me semble. Eh bien, c'est cette notion de supériorité, d'être toujours en fait le meilleur, d'être dans la compète, d'être dans le haut du panier, ne vouloir être en relation qu'avec des gens très spéciaux, ayant des particularités rares, prestigieuses. Par exemple, pour moi, c'était, voilà, j'ai des taches de rousseur. C'était un truc que j'avais pas du tout capté au début. Et il n'arrêtait pas de me dire que c'était extrêmement rare, que en plus j'étais très mince, donc c'était aussi encore beaucoup plus rare. J'avais eu la bêtise de lui dire que j'avais été diagnostiquée surdouée, donc surefficiente. Donc pour lui, c'était encore plus rare. Euh, cette personne était tout le temps, en fait, au début, j'avais remarqué ça au deuxième rendez-vous, en fait. Il me parlait de ses relations au travail, de à quel point il travaillait avec des gens qui étaient exceptionnels, très qualifiés, avec un haut niveau. Pour lui, c'était important de s'entourer de gens qui sont exceptionnels. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a appris des choses, aidé d'une manière ou d'une autre. Je vais faire d'autres vidéos qui vont couvrir d'autres thèmes, comme par exemple la transgression, le rapport aux autres, le rapport à la hiérarchie, le cercle amical, les signaux, comment ça se passe également au début quand tout va bien et comment ça décline et comment on peut sortir d'une relation comme ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à partager si vous regardez cette vidéo, que c'est pour quelqu'un, pour la mettre en alerte. Je serais ravie de répondre à vos questions. Voilà, j'espère que ça vous a aidé.